Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs le public, je suis désolé d'être dos à vous, c'est pas trop, mais bon, c'est pas trop le choix pour ce soir. Je vous propose juste qu'on procède à l'appel de tous les conseillers. Sylvie Tognal. Présent. Daniel Travelsi. Présent. Catherine Gaillet. Présent. Christian Chaudon. Présent. Fanny Pousson. Présent. Baptiste Loy. Présent. Nathalie Debroise. Présent. Gilles Pernin. Présent. Alexandra Larose-Chicot. Présent. Emmanuel Montagne absent, a donné pouvoir à moi. Christophe Corel. Marie Saria. Présent. David Mendes. Présent. Michel Sorini. Présent. Jérôme Fabrinus. Présent. Catherine Posé-Bon absente, a donné pouvoir à Sylvie Tognal. Luc Atlan. Justine Tognal. Présent. David Desnoyers-Diaz-Martin. Présent. Christine Hérin. Présent. Samuel Glégola. Présent. Sylvia Dulac. Présent. Dominique Smagui. Kitty Timothée. Léon Adouini absent, a donné pouvoir à Monsieur Smagui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Claire-Louise Bourg-Souedec. Pardon? D'accord, autant pour moi. Bourg-Souedec. Et Joseph Leconga. Merci à tous. Alors, ce que je vous... C'est bon. Alors, ce que je vous propose, puisque nous avons ce soir parmi nous la CCPV qui est là pour parler du point notamment à l'ordre du jour, point numéro 7, en l'occurrence. Donc, comme ça, ils vont nous faire la présentation de ce projet de ZAC Art & Co, donc, qui sera à la fois sur les communes de Signes-Long et de Sylvie. Et une fois leur présentation terminée, on aura aussi en visio Madame Drutz de la direction des territoires. Et ensuite, on reprendra l'ordre du jour normal de notre conseil municipal, où on votera ce point-là donc, dans l'ordre, en point numéro 7. Je vous laisse la parole et vous expliquer à toutes et à tous ce que c'est que ce projet. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs les conseillers, à poser toutes les questions qui vous semblent utiles. Effectivement, on a un secrétaire de séance, donc, Baptiste Leroy. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'appelle Bruno Délinger et je suis directeur général des services de la communauté de communes du Pays Valois. Je représente Didier Doucet, qui est président de la communauté de communes. Monsieur Doucet a cet après-midi donc enterré un de ses très proches et il ne pouvait pas être présent ce soir alors qu'il le souhaitait vivement. Donc je vous prie d'excuser, mais c'est vraiment contraint et forcé qu'il ne peut pas assurer cette présentation. Et je le remplace pour les éléments factuels. Voilà. Donc il avait l'intention, dans un premier temps, de vous présenter la stratégie de développement économique de la communauté de communes. Nous sommes tous au courant de ce que le long de la RN2, il n'y a aucune difficulté pour implanter maintenant des activités. Ces activités, en gros, bénéficient à quelques communes, mais la communauté de communes, c'est 62 communes, donc on peut dire qu'il y en a 4, 5 qui en profitent, et 57 autres peut-être qui ont plus de difficultés à en profiter directement. Donc, il a été élaboré une politique de développement économique qui a été présentée à l'État, qui a été validée d'abord par le Conseil communautaire du Pays Valois et ensuite présentée à l'État qui l'a accepté, adoubé et le présente maintenant presque comme un modèle, je dirais, qui a plusieurs étages. Le fonds permanent de la politique de développement économique, c'est de monter en gamme le Pays de Valois. Ça consiste en quoi? Ça consiste à attirer sur le territoire, alors que le foncier devient de plus en plus précieux, des activités à meilleure valeur ajoutée qui créent des emplois plus sophistiqués. Lorsque nous avons démarré les études sur la ZAC, ce qu'on appelait à l'époque la ZAC Signes-Plessis, qui est aujourd'hui
le parc d'activité Artelco, eh bien, on n'avait pas ces préoccupations-ci. On nous disait implanter de la logistique, on nous disait ceci, on nous disait cela. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, on est sur un projet qui date de 2017, où la commercialisation a été commencée très tôt, et où on a travaillé avec l'État pour faire en sorte qu'on implante sur ces parcelles des entreprises, soit ayant une activité particulière, donc en l'occurrence c'est de la pharmacie ou des produits à base de produits pharmaceutiques, ou alors des entreprises familiales françaises à haute valeur ajoutée. Alors elles ont un composant de logistique, toutes ces entreprises, mais elles n'ont pas que ça, elles apportent aussi des pourcentages de col blanc assez importants, elles apportent des techniciens pour la maintenance d'un certain nombre d'équipements, et parfois de l'activité quasi industrielle, parce qu'il s'agit, quand on expédie, de faire des petites opérations de préparation des produits avant expédition. Donc ça, c'est pour la ZAC Arcanco qui avait été commencé et conçu au moment où l'échangeur complet donc, a été achevé. Dans cette stratégie d'attirer des entreprises peut-être à plus forte valeur ajoutée, parce qu'on constate que beaucoup d'habitants du Pays de Valois vont travailler sur la plateforme de Charles de Gaulle, ou pire encore, vont travailler sur la région parisienne, il est important de créer ces emplois qualifiés auxquels aspirent tous les Valoisiens sur le territoire pour leur éviter ces déplacements pendulaires. Donc, on a une deuxième disons, phase de développement économique qui est autour de la création de tertiaires sur le territoire. Et on l'a positionné sur le quartier-gare de Chrétien-Valois parce qu'il y a un accès aisé sur Paris, tout simplement, et que là on est sur des friches urbaines et que, évidemment, il y a tous les services autour qui permettent à des activités tertiaires de s'implanter plus facilement, disons, que sur une zone d'activité. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet consistait à utiliser des terrains qui étaient du côté de Vauciennes-Beaumoise et que nous n'avons pas pu garder dans le but d'y créer des activités de production d'énergie pour satisfaire un besoin que nous avons pour que le Valois soit en autosuffisance énergétique. Ça n'a pas marché. Mais on a en revanche un autre sujet à traiter, c'est celui des entreprises locales qui ne trouvent pas de foncier. Parce que là, on parle de faire venir des entreprises de l'extérieur sur le Valois, et il y a aussi des entreprises valoisiennes qui marchent très très bien et qui sont en manque de foncier et qui n'ont pas accès à des parcelles suffisamment grandes pour permettre le développement qu'elles peuvent envisager. Et ça, on l'a conçu du côté de Lévignon, puisqu'on est au bord là aussi de la RN2, ce qui est quand même un gros atout, et pas loin de Crépy avec un certain nombre de services. Ça, c'est pour le développement économique classique, je dirais. Mais je vous rappelle que j'ai parlé des 57 autres communes, et ce développement économique dans les villages du Valois, il passe par une activité de tourisme de bon niveau. Et c'est à ce titre-ci qu'on a développé une initiative qui s'appelle Monumental Valois, qui a pour objet de créer dans les 62 communes du territoire de la sculpture monumentale en plein air, de manière à développer des circuits de visite touristique. Je précise cette notion-ci parce que la ZAC Arcanco est à l'épicentre même de ce projet. Pourquoi? Parce que, on va tout de suite passer à la phase suivante, c'est que vous voyez, le projet il est conçu comme très sobre et il a deux exigences à l'intérieur de la création de ce qu'on appelle une ZAC, une zone d'activité concernée. C'est qu'il y a un cahier des charges architectural
mais il y a aussi un cahier des charges artistique, ce qui n'a jamais été fait. Et qu'est-ce qu'on demande aux entreprises donc? C'est qu'elles nous réservent le pignon de leur bâtiment et 30 mètres de retour de façade pour que le regard, lorsqu'on passe le long de la RN2, ne se fixe pas non sur des bâtiments quelconques, mais bien sur des façades travaillées par un artiste. Et l'on souhaite que cet artiste soit de réputation internationale. Vous savez que la création artistique contemporaine aujourd'hui crée de véritables stars. Eh bien, c'est à un de ces artistes qu'on aimerait s'adresser, puisque dans le budget que gère la SAO, il a été prévu une enveloppe relativement importante pour ce geste artistique. Cette initiative-là, elle n'a jamais été prise nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que ce projet est extrêmement important pour la CCPV, parce qu'il allie à la fois l'activité économique et l'activité artistique. Et c'est une manière d'entrer dans le territoire quand on arrive de l'Île-de-France, tout à fait spectaculaire comme signature. Voilà, alors on va rentrer un petit peu dans le détail des grands principes de la ZAC que David va présenter. Vous voyez, on est divisé en quelques lots. Ici, vous avez l'activité d'Ekiom. On aurait pu dire, eh bien, Ekiom, il faut qu'il disparaisse. Non, c'est une activité économique. On a toujours dit aux entreprises locales qu'on travaillera avec elles pour les aider à se développer. Donc on leur a simplement demandé de se reculer de manière à ce qu'ils ne soient plus en façade, et on leur a demandé d'aménager un certain nombre de choses de manière à ce que ce ne soit plus aussi visible et que de toute façon ils participent aussi à notre projet puisqu'ils sont astreints aussi au règlement de la ZAC, à notre projet artistique sur l'ensemble de la zone d'activité. Et puis ensuite, vous avez des lots qui permettent l'implantation de ces bâtiments squelettes que je vous ai montrés tout à l'heure, avec des activités dedans. Voilà. Donc il y a des privés. Ici, nous avons un lot qui a été retenu par le 4, qui a été pris par un privé qui a racheté ces terrains et qui a fait des échanges avec Ekiom de manière à être lui en façade, alors que Ekiom est maintenant en retrait. Un deuxième lot, un troisième lot, un quatrième lot. Voilà. Enfin, à l'inverse. On est à ce découpage-là aujourd'hui. Voilà, ce découpage-là qui est très beau. Voilà. Je vais vous permettre de couper. Vas-y. Comment on fait simplement pour vous présenter, vous voyez sur la diapo précédente, je me présente avec David Védy, je suis de la carte d'aménagement du territoire de la communauté de communes. Donc sur ce plan-là, je ne sais pas si tout le monde se repère, donc vous avez des couleurs différentes. Là on est sur Scie le Long, et là sur le Plessis-Belleville. On a la route nationale 2 qui tangente, et la ligne des chemins de fer ici. Et là vous avez l'échangeur sur le côté. Donc, ce qui permet de rentrer dans la zone d'activité par l'échangeur sur la route de Montagny, de redescendre, de longer la RN2 pour aller jusqu'au fond de la zone. Il n'y a pas d'accès direct de la nationale 2, bien évidemment. Donc on est sur une voie indépendante en toute sécurité. Donc, sur le Plessis-Belleville, on est sur à peu près une petite vingtaine d'hectares concernés, et donc deux lots entiers, un moitié et un tout petit bout ici, mais qui quand même concerne la commune, puisque chaque permis de construire qui sera déposé sur ces lots-là seront co-instruits. Enfin, ça instruit au niveau de la communauté de communes, mais en tout cas, ça sera sur les règles d'urbanisme des deux communes de Scie-le-Long et du Plessis-Belleville. Donc là, ça c'est imagé des implantations que vous avez vu tout à l'heure en insertion en 3 dimensions. Donc on retrouve les lots avec des principes d'implantation de bâtiments tels qu'on les a définis dans le cahier des charges évoqué tout à l'heure. Donc le grand principe que l'on retrouve, c'est un retrait global de tous les bâtiments à 100 mètres depuis l'axe de la RN2. Donc c'est quand même assez lointain de la RN2, ça ne va pas faire un gros mur quand on va allonger la RN2. Et on a ce phénomène de pignon qui apparaît sur cette ligne de 100 mètres. Pourquoi ? Pour donner cette image justement de fresque sur tout le long de la Nationale 2, qu'on soit dans un sens et surtout dans l'autre. Je ne cache pas, c'est en venant de Paris où on aura vraiment cette image quand on va rouler
ici, on verra tous ces angles-là qui sont mentionnés en rouge comme support de l'œuvre d'art. Donc d'un point de vue paysager, je vous l'expliquais, donc on est sur le principe d'un retrait important par rapport à la route nationale 2. Donc la RN2 est ici. On voit voilà, le petit parapet. On a un fossé qui est existant et donc la ZAC, elle commence, l'aménagement concerté commence ici. Aujourd'hui, jusqu'à là, en ce moment, vous voyez les travaux, donc c'est tout à fait vrai. Et vous aviez un chemin qui longeait la route nationale 2 à cet endroit-là, qui va devenir un espace de plantation d'arbres et de loups paysagères pour gérer les eaux pluviales. Système de voirie de 7 mètres, de nouveau des systèmes de loups pour infiltrer les eaux pluviales, une bande piétonne et cyclable qui va desservir l'ensemble de la zone, encore un peu d'espace vert pour passer les réseaux, alimenter en réseau, et enfin les parcelles privées. Donc on retrouve le principe, alors je vous avoue que c'est peut-être pas très beau de loin, mais on retrouve toujours ce principe, donc la N2, tous ces systèmes d'espace vert, la voirie et l'accès à chaque lot. Et là c'est un système un peu plus complexe, c'est le long de l'ouvrage d'art, le pont qui engendre la route nationale 2 qui va vers Montagny pour redescendre. Vous voyez, vous êtes sur une descente indépendante complètement, avec la préservation d'un outil que tout le monde connaît, c'est la voie de transport exceptionnelle là, qui contourne les ponts, puisque le transport exceptionnel ne passe pas sous nos ponts. Pour paysager cette zone, évidemment, on est sur des plantes variées et locales. On ne va pas amener de plantes invasives de l'étranger. On va être sur des choses qui sont locales, évidemment, du pommier, du fruitier, du cerisier, et puis des petites plantes aussi pour gérer les goûts. C'est comme on voit dans tous les espaces urbains désormais, notamment sur la commune. Les grands principes continuent, donc je ne vais pas reprendre le système Areco, mais un monumental valois. Vous voyez, a été figuré sur, ça c'est la carte de vœux de cette année de la communauté de communes, donc les emplacements de la future œuvre d'art. Donc ça c'est vraiment l'architecture, donc ça sera une œuvre qui fera à peu près, en fonction de la taille des bâtiments, mais 700 mètres sur 15 mètres de haut. 700 mètres de long, 15 mètres de haut. Donc tous les murs seront écrits en béton, donc à la livraison ils seront tous similaires. Voilà, habituellement on voit un endeuil, des bâtiments un peu patchwork, là ils seront tous similaires. Sur le pignon, donc en béton. Et après, viendra s'accrocher l'œuvre d'art qui sera à définir. D'un point de vue mobilité aussi, c'est important. On est un peu loin forcément de tout. Donc l'objectif, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à l'intérieur, vous avez une piste cyclable et cette piste cyclable va être prolongée le long de la route départementale pour relier le système qui existe déjà à la principale ville et ainsi permettre aux habitants du Plessis de pouvoir s'y rendre à vélo, mais aussi éventuellement des usagers de la gare qui viendraient à vélo. Ça sera complété aussi par une navette qui sera mise en place à l'ouverture des activités. On va pas la mettre maintenant, mais quand les activités seront là, il sera mis en place une navette depuis la gare jusqu'au site pour permettre de rabattre des salariés qui habiteraient en Île-de-France qui utiliseraient les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail. Et je vais passer la parole à notre aménageur, puisque ce n'est pas la communauté de communes qui aménage la zone, on a délégué à la météo SAO, je le vois maintenant, l'aménageur public, l'opération. Excusez-moi. Oui. En dessous de la navette était marqué que vous allez limiter le flux des transports. Comment vous comptez limiter et à combien vous évaluez le nombre de camions ou de véhicules jour à peu près? Vous ne l'avez pas lu, vous êtes arrêté à la navette. Pardon. Oui, sur la page d'avant. Oui. Important, sujet très important puisque effectivement cette activité, ces activités vont amener des poids lourds. La zone d'activité a fait l'objet d'études environnementales poussées, demandées notamment par les services de l'État. Donc on a dû nous demander combien de poids lourds étaient envisagés sur cette zone. Comme le travail est effectué depuis longtemps de pré-commercialisation, on avait déjà une visibilité sur ce qu'on allait mettre. Ça nous a permis de définir, d'accord avec l'État et les capacités du territoire, de mettre un plafond de nombre de poids lourds au jour qui était déjà, alors Bruno Délinger parlait tout à l'heure du premier bâtiment, le Virtuo, qui lui est arrivé avant la zone d'activité, donc qui impose déjà, nous impose un nombre de poids lourds important, et donc on a capé à 500 poids lourds aller-retour dans la journée. On est sur 250. C'est 280 poids lourds et on dit ça. Voilà, 280 poids lourds qui arrivent
et 280 polluants qui sortent. Et qui se répartissent dans les deux sens de la RN. Voilà, il y en a 30% qui montent vers le nord, a priori, d'après nos activités, et le reste vers le sud. À savoir aussi qu'on est sur des horaires qui sont un peu décalés par rapport aux horaires de pointe des actifs le matin et le soir. Donc logiquement, l'étalement de ces poids lourds va permettre d'alléger un peu l'engorgement, et certaines des activités ne vont pas être en poids lourd grosse remorque, mais de la petite livraison aussi, avec C'est peut-être pas pour vous rassurer, mais sachez que nous sommes passés par les fourches de l'État, et c'est même la première ZAC dans le département qui a eu à faire cette démonstration. On nous a demandé d'intégrer l'ensemble du trafic qui circule sur la RN2 et sur lequel nous allions amener un trafic supplémentaire. Et donc l'étude a été épluchée par l'État, et nous sommes arrivés à un accord de nombre maxi, et donc là nous avons annoncé le nombre maxi qui pourrait être autorisé pour cette ZAC, et l'État va surveiller le fait que nous respections nos engagements. Et quand on dit nombre maxi, cela ne veut pas dire que les entreprises qui s'installent d'emblée vont amener ce nombre de poids lourds dans la zone. Mais c'est le nombre sur lequel nous nous sommes engagés à ne pas dépasser. Si je peux apporter une précision supplémentaire sur le trafic poids lourd. En fait, ça rentre aussi dans un schéma départemental de transport routier, où on nous demandait d'utiliser les impacts, de quantifier les impacts sur le réseau secondaire, pas seulement sur la RN2. Donc, cette étude a été faite, on est monté jusqu'à Longueuil et Sainte-Marie, pratiquement, pour aller rechercher les effets, et on s'aperçoit que la qualité des entreprises qui vont s'implanter font que, d'une part, il y a une des flottes de camions qui sera entièrement électrique, et qui sera essentiellement sur Roissy, parce que c'est de l'export de produits pharmaceutiques. Donc ça a été un gros plus pour l'État, qui considère que c'est vertueux. Et les autres, encore une fois, c'est un maximum. Donc évidemment, le développeur privé, lui, il a pris le maximum, mais pour le moment, on ne sait pas s'il l'utilisera, par exemple. Quand vous dites 280 poids lourds jour, on est d'accord que cette flotte électrique, elle est intégrée à ce chiffre de 280. Elle est en plus intégrée. les électriques électriques. Absolument. Non, elle est intégrée. Vous parliez des horaires tout à l'heure, mais il avait semblé entendre à un moment donné qu'il y avait aussi une répartition des flux hors des heures de pointe, je crois. Oui, c'est cela. Ça a fait partie de l'étude qui a été menée en CODERST, donc, de vérifier que les horaires des apports sur Charles de Gaulle, par exemple, n'étaient pas concomitants à celui du transport quotidien des transhumants, disons, sur la plateforme ou sur la région parisienne. Donc c'est en horaires qui sont décalés, puisque les avions partent plus tôt ou plus tard. Oui, certainement. Oui, pour le travail. La plage horaire, c'est quoi? Ça, on n'a pas le C'est détail. 5h du matin, 23h, minuit. Ça, je ne l'ai pas sur moi. Je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Mais en tout cas, c'est des transports qui sont directement repartent sur le. Alors on peut peut-être apporter une précision et qui, à mon sens, a son importance, qui concerne le premier lot qui est dans le périmètre de la ZAC, mais qui n'est pas réellement celui de la ZAC, et c'est celui d'Echium, qui bénéficie aujourd'hui d'un embranchement ferroviaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce site est si intéressant, c'est que Echium nous a déjà dit que pour l'instant, il n'avait pas l'intention d'arrêter son activité sur le secteur, mais qu'il ne pouvait pas nous assurer sa pérennité. Et dans ces cas-là, immédiatement, nous nous sommes dit, tiens, quelle aubaine pourrait être que d'avoir un embranchement ferroviaire dans ce secteur, ou alors on viendrait délester complètement, on viendrait délester le réseau routier pour bénéficier du réseau ferroviaire. C'est une des raisons aussi qui avait fait que l'implantation de l'ASAC à cet endroit est particulièrement une opportunité. Il y a déjà des accords avec SNCF Réseau pour l'embranchement ferroviaire.
Il existe déjà l'embranchement. L'embranchement existe. C'est un embranchement privé et il est utilisé tous les jours de la semaine. Si Equiom venait à partir demain, l'embranchement est déjà là et donc il n'y a aucun problème pour l'utiliser pour l'ensemble des structures qui sont sur place à ce moment-là. Et vous nous dites qu'une partie des poids lourds feront les allers-retours sur des horaires décalés. Est-ce que avez-vous estimé le pourcentage de poids lourds qui prendrait l'AN2 pendant la journée ou pendant les heures de pointe? Alors, comme vous le savez, l'AN2 est hyper engorgée tous les jours, donc on n'a pas besoin de camions en plus. Alors en fait, quand on vous parle de CODERST, c'est justement un comité de l'État devant lequel nous avons dû passer et justifier de la destination de l'ensemble des camions pour montrer par des études la saturation, l'amener de saturation éventuelle du réseau et amener les solutions qui allaient avec. Il a été ainsi décidé que le département, avec la CCPV, amènerait de nouveaux tournes à gauche, viendrait délester complètement le trafic, soulager le trafic au moment où il pourrait y avoir le plus de circulation. Et donc la demande était qu'on n'ait pas plus de 5 minutes d'attente sur la voie la plus chargée, et donc on nous a obligés à faire des tournes à gauche, et on pourra à l'occasion diffuser une autre fois peut-être, ou si vous le demandez, le document qui a montré la fluidité. Sincèrement, l'impact par rapport à ce qui existe déjà, donc c'est vrai, on vient augmenter, on ne va pas le nier, on vient augmenter, mais vraiment légèrement, le trafic déjà existant. Et il y a des heures qui ont démontré qu'on n'est pas congestionné de trafic sur la ligne. Juste une dernière précision sur l'embranchement, qui a été une vraie chose négative à la MISEC avec l'entrepôt 1000, qui fait venir ses électroménagers d'Allemagne. C'est 1000 poids lourds par mois sur le site de Plessis-Lagny, parce qu'il y a eu trop de grèves et SNCF ne veut plus distribuer les électroménagers chez 1000, alors qu'ils ont un embranchement à eux. Donc je ne crois pas beaucoup que l'embranchement servira pour desservir la zone. Je suis très... Pessimiste sur le sujet. Hein? Pessimiste sur très. le sujet. Ouais. Puisque là, c'est SNCF qui a envoyé un courrier recommandé à 1000 en disant que ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est un sujet qui nous dépasse, effectivement. Oui, mais je pense que entre le Promef, c'est beaucoup quand même. Surtout venant de la part de SNCF. C'est contre, je veux dire, ça va à l'encontre du temps et du moment où on cherche à délester. C'est pour ça qu'ils ont mis une énorme réserve d'eau sur leur voie ferrée, pour que si jamais il y a un train qui déraille, qu'ils puissent dérailler sur une énorme réserve d'eau chez 1000. Elle est visible du bord de la route. Vous pourrez la voir à tout moment. Mais après, il y a peut-être un sujet particulier chez eux. Il faut 5 personnes pour conduire un sens d'alimentation. Il faut 5 personnes pour conduire une locomotive sur un embranchement privé, et ça n'intéresse pas SNCF Réseau, justement. Bon, écoutez, Equiom a toujours son embranchement, il fonctionne toute la semaine, donc on peut espérer que celui qui est sur la commune de Silly continuera à fonctionner. Et puis encore, ça reste une option si demain Equiom venait à partir. Autre sujet, est-ce qu'on sait à peu près combien d'emplois ça va générer cette ZAC? On est aux alentours de 600 emplois, hein, si je me rappelle bien. 100, peut-être plus. Je préfère, de toute façon, c'est pas en dessous. Voilà, mais c'est probablement au-dessus, me semble-t-il. Oui, parce que vous n'incluez pas ceux de Virtuo dedans. J'ai pas ceux de Virtuo. Donc En plus, Virtuo, tout n'est pas c'est encore commercialisé. Les dernières parcelles n'est pas complètement commercialisé. On a des touches très sérieuses qui vont aboutir, mais bon, je ne peux pas m'engager sur un chiffre. Mais en tout cas, ça ne sera pas en dessous de 600 pour l'instant, à ma connaissance. J'ai une question par rapport aux emplois, à peu près 600. Est-ce qu'il y aura une priorité pour les habitants de Plessis, Lagny, Silly, justement, quand il y aura les offres d'emploi? Est-ce qu'il y aura une priorité pour les habitants des villes aux alentours?
Est-ce que vous savez comment ça va être? On n'a pas de clause, si vous voulez, ce qui pourrait s'appeler une clause d'insertion locale hein, dans nos projets. Mais en tout cas, les entreprises, elles recherchent des gens locaux, c'est clair. Parce que pour tout le monde, maintenant, c'est devenu un problème de se déplacer, hein, compte tenu du coût de l'énergie, et que il est beaucoup plus sûr d'avoir des gens qui travaillent localement que des gens qui viennent de très loin. Donc aujourd'hui, c'est une des difficultés qu'ont les entreprises, c'est justement de recruter, parce que sur le territoire, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Aisne aussi, et ça devient de plus en plus cher de venir de l'Aisne, tout simplement. Et moi aussi, de ce que j'ai entendu, je passe cet après-midi encore, il me semble que sur nos territoires, donc du Valois, on a à peu près 75% des habitants qui vont travailler en Ile-de-France. C'est cela. L'objectif est aussi de relocaliser une partie de ces emplois et d'éviter qu'ils aillent loin pour justement leur permettre de travailler au plus près. Ça dépendra des emplois, j'imagine, etc. Mais vous avez dit l'objectif est là. C'est même l'essentiel, si vous voulez, du souhait de monter en gamme avec la CCPB pour les emplois, parce qu'on voit bien que les emplois qui sont recherchés en Ile-de-France sont des emplois relativement qualifiés et que nous ne pouvons pas les offrir localement, ou nous n'avons pas l'offre, donc il s'agit de remonter progressivement pour que les gens du Valois puissent travailler sur place. Merci. Sinon, j'ai une question. Le fait de monter la hauteur de 12 mètres à 15 mètres, ça veut dire que ça va attirer les entreprises des logistiques et des transports, d'une part, sachant que l'Île-de-France a mis en place une politique de maîtrise d'implantation des entreprises, des entrepôts de logistique. Donc ça crée une forte pression sur les régions environnantes, y compris la nôtre. La question c'est, quelle garantie avez-vous, même si vous privilégiez la Chine, que les personnes qui vont s'implanter ne seront pas démarchées par des logisticiens qui, eux, auront de plus grandes capacités à pouvoir racheter ces terrains-là pour implanter leur activité? Et aujourd'hui, les clients finaux de ces entreprises sont des entreprises, pour la plupart internationales, oui, et qui recherchent la proximité à la fois de l'Île-de-France et de Charles de Gaulle. Le bien est devenu tellement précieux qu'aujourd'hui, à moins que l'entreprise se casse la figure, je pense que le gage de stabilité, il est là. Sur le contenu de l'activité, comme je vous ai dit tout à l'heure, le principal preneur, par exemple, à 30%, il y a de l'activité de logistique et d'expédition, notamment parce que la logistique se transforme. Qu'aujourd'hui, on n'achète plus forcément en supermarché ou chez le détaillant, mais bien sur Internet, et que les modes de distribution évoluent énormément. Ce qui veut dire que quand on demande du 15 mètres, c'est pas pour faire du stockage uniquement, c'est aussi pour faire passer des chaînes mécanisées qui permettent de traiter ces besoins. Si. Et sur ces logistiques-là, on est proche de l'activité industrielle. Parce qu'on a des chaînes de tri, d'expédition qui sont extrêmement sophistiquées, avec des investissements à l'intérieur du bâtiment qui sont supérieurs à la coque du bâtiment lui-même. Mais vous ne répondez pas à la question. La question est très simple, c'est que, étant donné que les logisticiens savent qu'avec 3 mètres supplémentaires, ils ont intérêt à venir s'implanter et que s'ils peuvent négocier directement avec ceux qui s'installent dans cette zone d'activité, est-ce que nous avons les moyens de les empêcher ou pas? Parce qu'aujourd'hui, mais nous ne cherchons pas à les empêcher. Nous cherchons à implanter des entreprises. Elles ont toutes une activité en partie logistique, et ça je le dis dès le début. Et donc, si elles ont besoin de 15 mètres, elles ont besoin de 15 mètres, c'est clair. Et elles ne viendront pas si elles n'ont pas 15 mètres. Ça c'est clair aussi. Vous pouvez peut-être préciser aussi les impositions de col blanc que vous avez mis qui imposent, imposent, oui. Alors, qui vont imposer autre chose. Effectivement, dans toutes les discussions, il faut en fait peut-être que je vous donne des éléments qui me semblent évidents à moi, mais qui ne le sont pas. On a reçu à peu près, je crois, 150 demandes pour ces terrains depuis 5 ans. Hein. Je ne pense pas me tromper. J'ai plus le détail de ces demandes, mais on a eu une demande considérable. Et en fait,
on avait une grille de sélection qui comprenait le trafic routier, la qualité de l'activité, le nombre de polluants et le ratio, si vous voulez, de techniciens supérieurs par rapport à juste des activités de logistique sans valeur ajoutée. Et c'est sur la base de cette grille que nous avons sélectionné les projets. Et qu'on est arrivé à 5 projets. Donc vous voyez le taux de déchets. Hein. C'est-à-dire que, franchement, il y a peu. Alors, c'est aisé d'une certaine manière, compte tenu de la localisation de ces terrains en bordure de l'Île-de-France. C'est aisé de faire des crémages comme ça, parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais on a été très, très vigilants, très, très exigeants pour sélectionner les entreprises. Et puis vous pouvez préciser que ces exigences sont transcrites dans le cahier des charges de la ZAC. Donc l'inquiétude qu'a monsieur, et qui pourrait dire peut-être que vous aurez une première vitrine et que viendra le bon candidat, mais que viendra le logisticien derrière qui lui proposera plus d'argent pour prendre sa place, ben non, parce qu'il sera obligé de respecter le même cahier des charges. Et là, il est coincé, il aura la même exigence. On a eu des débats avec des entreprises qui ont été très très difficiles parfois. Hein. C'est-à-dire que dans les cahiers de cession de terrain, on impose des choses. Ils s'engagent sur un certain nombre d'emplois, un certain nombre de types d'emplois. Et donc, derrière, s'ils veulent revendre... et revendre à quelqu'un qui satisfait les mêmes exigences. Ou au moins, vous voyez, donc c'est quand même aller très très loin, parce qu'on n'est pas on est encore dans une économie qui n'est pas administrée, je dirais, et aller imposer ça aux entreprises, elle grince des dents, je peux vous dire. Donc on a fait vraiment un travail très très sérieux de sélection des entreprises. Alors, il y a une personne qui a oublié de se présenter, c'est Florence. Bonsoir à toutes et tous, excusez-moi, oui, j'ai pris la parole sans me présenter. Florence Thioune, je suis le directeur général de l'aménageur de la ZAC, donc l'aménageur public, la société publique de l'Oise, ADTO SAO, qui a récemment changé de nom et qui s'appelle maintenant Ingévoise. Et donc je vais vous présenter très brièvement les étapes, on va dire, plutôt administratives du dossier. Donc, Monsieur Délinger vous le disait précédemment, en 2017, c'était la gauche du projet, et en 2020, la DTO SAO signait une concession d'aménagement pour réaliser, au nom et pour le compte de la communauté de communes, une ZAC. Donc après un dossier de création, nous avons déposé le dossier de réalisation en 2023, que vous avez voté à l'unanimité au conseil municipal de Décibel-Ville. Ensuite, en 2024, est venue de notre part la demande aux 2 communes concernées par l'implantation de cette ZAC d'adapter le PLU pour permettre la réalisation de la ZAC telle que nous la concevions. Donc forcément, là, nous parlons bien de la modification de hauteur, puisque pour le reste, les choses étaient concomitantes, on va dire, et correspondaient parfaitement. La commune de Silly-le-Long a pour sa part d'ores et déjà modifié son PLU. Et puis nous, chose que vous n'avez pas faite au Décibel. Et en 2025, nous avons commencé à commercialiser les terrains. Aujourd'hui, en 2026, on s'apprête à terminer la commercialisation. Et nous avons même, dernier trimestre 2025, commencé les travaux de cette ZAC. Donc la toute dernière étape qui nous reste, c'est la modification du PLU du Plessis-Belleville pour autoriser la construction de bâtiments, non plus à 12 mètres, mais à 15 mètres, uniquement, bien entendu, sur cette portion du territoire Plessis-Belleville. Et dernière chose, vous avez récemment, de toute façon, je crois, lors d'un conseil municipal, annexé la ZAC au PLU, je crois. Donc la modification, c'est vraiment la dernière étape. Je sais pas de nouvelles. Voilà, donc sur cette modification, ce que je peux dire, c'est que, et je pense que ça peut conclure l'exposé, hein, parce que on attend l'arrivée éventuelle de Madame Dretz, qui représente l'État, mais c'est un projet d'une très grande qualité, qui est un projet, me semble-t-il, j'ai quand même
quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du développement économique. Je n'ai jamais vu ce type de précaution prise. Un recul de 100 mètres par rapport à l'axe de la RN2, c'est tout à fait exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs et les aménageurs privés, ils veulent utiliser l'intégralité du foncier et ils veulent en permanence rentabiliser. Nous, on porte le foncier et on a eu comme exigence dès le départ 100 mètres de retrait. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un alignement de bâtiments le long de la RN2. Vous avez entre-temps du paysagement, un cahier des charges extrêmement ambitieux. On parle de 500 et quelques 600 arbres, 560 arbres. J'ai plus le chiffre exact, mais je sais qu'il y a quelque part. Vous l'avez eu. Donc c'est quand même des investissements très très importants pour paysager. Et puis il y a cette œuvre où vous ne regretterez pas les 15 mètres. Parce que, à mon sens, si elle est réussie, ça sera un sujet de signature dont on parlera, notamment dans toute la France, mais aussi dans toute l'Europe. Il n'y a pas de bâtiment ICPE dans cette Alors, il y a un bâtiment qui va nécessiter des autorisations avec la République compte tenu de sa taille, mais pas de son activité. Parce que le bâtiment fait 40 000, je crois, donc il dépasse les 40 000, voilà. Mais ce n'est pas l'activité dedans qui nécessite cette autorisation. Vous avez déjà trouvé l'artiste, non? Pas encore. Ça va faire l'objet d'une phase quand on est en phase. Là, on approche de la phase finale, puisqu'on a attaqué les travaux. Les gabions de soutien de la départementale ont été réalisés. La voirie principale a été tracée. On commence à voir que ça s'ouvre, que l'horizon s'ouvre et que ça va être spectaculaire. Donc, on va lancer un concours à partir de 2026. On a un panel d'experts quand même exceptionnel, puisque non seulement on a une assistance à maîtrise d'ouvrage avec une personne qui a travaillé dans une très très grande galerie parisienne, mais en plus on fait intervenir donc des administrateurs du fonds de dotation dont la CCPV est membre. Ce fonds de dotation est un fonds de dotation qui a pour objet d'attirer des financements privés. C'est-à-dire que le statut de fonds de dotation permet aux entreprises de faire des dons qui sont en partie défiscalisés, et donc c'est intéressant pour elles. Et pour soutenir cette initiative de manière à ce qu'elle ne soit pas portée uniquement par la collectivité, un fonds de dotation a été créé, dont les administrateurs sont très, très prestigieux. Il y a notamment à l'heure actuelle Dominique Perrault, l'architecte de la Bibliothèque nationale de France, son épouse, Gaëlle Loriot-Prévost, la directrice de Paris Photo, le grand salon de la photographie au Grand Palais, Alexandre Deval, un galeriste parisien très important, qui d'autre encore vous voyez tout un aéropage de gens, Francis Briest, le cofondateur d'Arcurial. Donc vous voyez, ce sont des gens quand même très sérieux, qui seront consultés eux aussi sur la qualité de l'œuvre qui sera proposée pour ces façades. Mais c'est un projet très très difficile à monter, parce que évidemment, les entreprises, elles ont aussi des exigences, donc il faut que tout ça se fasse en coopération avec à la fois les artistes, les entreprises, et puis la collectivité qui veut avoir son mot à dire, bien sûr, et vous serez associés, bien sûr. Quels sont les avantages pour notre commune? Sur les fonciers, au point un peu chiffré, il y a des choses qui sont plus avantageuses pour nous, pas du tout. Le tourisme, à part l'emploi, si on s'imagine que c'est chez nous. le tourisme, la conduite du tourisme, parce que là, vous allez quand même avoir Des touristes à part. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que notre commune, parce que la communauté de communes, dans son parcours artistique, va justement attirer ce tourisme que vous racontez. Non, en fait, c'est pas. À mon avis, ça serait quand même assez spectaculaire. Et je pense qu'on aura besoin d'un poste d'observation de l'autre côté. Là où il y a une entreprise qui s'est implantée à côté. Et je pense que ça va drainer du monde quand même. Madame Sioux n'a pas complètement. Un avantage pour nous, parce que l'idée c'est d'avoir du monde, puisqu'on râle sur le trafic routier. Il y a-t-il d'autres avantages pécuniaires, du foncier? L'État foncière? Oui, l'État foncière. Vous avez pu les chiffrer à peu près ou pas du tout? Ah non. Et puis alors là, les règles de calcul, il vaut mieux s'adresser à l'État. Parce que là,
côté de Montjoux. Oui, madame. Au niveau restauration, il y a quelque chose de Alors, vous faites très bien exact. d'aborder ce sujet. Dans les échanges qui ont été réalisés entre d'une part Equium, d'autre part Virtuo, donc l'investisseur privé qui est le début de la ZAC, et nous-mêmes, nous allons récupérer une petite parcelle, si tu veux bien me la montrer. Voilà. Et donc cette petite parcelle ici qui doit faire à peu près 1 hectare, un peu moins d'1 hectare, si je m'en rappelle bien, qui doit monter à la salle. 8000 et quelques mètres carrés. 8000 et quelques. Donc sur laquelle, pour le moment, on n'a pas décidé d'affectation dans l'attente de voir un peu quels sont les besoins des entreprises. Est-ce qu'elles veulent des garderies? Est-ce qu'elles veulent du service de restauration? Est-ce qu'elles veulent, vous voyez, tous ces services qu'on peut apporter aux entreprises quand on a quand même autant d'emplois qui sont créés en quelques années. Donc on attend, on n'a pas statué encore, le terrain nous appartient. On sait qu'on va en faire quelque chose. Alors on peut aussi mettre une œuvre supplémentaire, mais pourquoi pas. Mais bon, a priori, on va plutôt rendre service aux entreprises, puisque c'est un vrai besoin dans les zones d'activité, surtout en tant que sont un peu excentrés à l'égard du centre-ville. Bon, alors écoutez, Madame Dretz, semblant avoir des difficultés à se connecter. Ah, voilà, envoyé. J'ai dû le dire pour. Elle a voulu me faire mentir, la coquine. Voilà, elle est là. Bonsoir, Sandrine. Vous allez bien? Nous allons bien. Je ne vois pas tout le monde, mais je m'excuse de ne pas être venue, mais ça a fini à 20h30 à Crème, donc ça a été un peu juste. Il faut juste que tout le monde soit au courant, il y a une réunion à Creil de tous les élus de l'arrondissement Senlis. C'est ça. C'était là pour la préfecture en fait. Voilà. Merci. Du coup, vous avez raté, pour ceux qui étaient, vous avez raté la fin. Et donc la fin, c'était Madame le sous-préfet qui a annoncé son départ. D'accord. Elle nous quitte le 1er. D'accord. Merci. On vous écoute, Madame Brest, donc sur notre sujet de cette ZAC Artelco. Du coup, vous avez présenté le début du PowerPoint, c'est ça? Tout à fait. Ok. Je vais mettre en affichage la dernière. On a juste à aborder la fin de la procédure et la mise en compatibilité. Ça, on peut le laisser. Oui. Donc, on aura l'occasion de se rencontrer dans d'autres circonstances en vrai, mais du coup, la procédure étant portée par la communauté de communes, la procédure de déclaration de projet important mise en compatibilité, il y avait l'obligation à un moment pour la commune de se prononcer sur la mise en compatibilité du PLU, puisque c'est elle qui est compétente en la matière. Vous aviez 2 mois pour le faire après l'enquête publique et la saisine de la DDT, donc je vous ai saisi le 8 juillet, et vous vous êtes prononcé défavorablement le 7 mars. Vous aviez jusqu'au 8 pour vous prononcer, et du coup, ça veut dire que c'est le préfet qui doit prendre la décision finale de oui ou non, il valide la mise en compatibilité du PLU et il déclare d'intérêt général le projet. Au vu du calendrier des élections, il m'a paru plus opportun quand même, avant de proposer une décision au préfet, de recueillir l'avis du nouveau conseil municipal, qui peut être le même ou qui peut être différent de celui du précédent, pour qu'il puisse décider en toute connaissance de cause ce qu'il veut faire. Donc du coup, voilà, moi je vais préparer des arrêtés, mais j'aimerais savoir si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, et comprendre le pourquoi du comment. On attendra pour savoir. On sera débattu tout à l'heure. Ça ne va pas être débattu tout de suite, ça va être débattu après. On est décidé effectivement puisque. Vous recevrez la vie, mais en fait c'était ça l'esprit, c'est que je ne me voyais pas dire au préfet, c'est comme ça, sans que je sache d'une manière ou d'une autre ce que vous pensez du dossier. D'accord, madame.
Donc effectivement, on avait prévu le vote sur ce point particulier en point numéro 7 du Conseil. Donc on va maintenant, donc, si vous avez terminé, si vous avez tous terminé, on va prendre le cours normal de notre Conseil. Est-ce qu'il y a encore des questions, juste peut-être avant, pendant que la CCPV et la nouvelle sont là encore de la préfecture? Dans l'éventualité où cette ZAC pose de gros problèmes de trafic supplémentaire, quel recours auraient les communes aux alentours? Alors sur le trafic, il y a eu forcément une étude trafic faite à l'échelle de toute la ZAC, et pas uniquement d'ailleurs sur le Plessis Belleville, et on a limité dans l'arrêté d'autorisation, on a limité le nombre de poids lourds. Donc au-delà, soit le pétitionnaire doit repasser devant le CODER pour refaire une étude de flux et éventuellement financer les aménagements routiers, soit il ne peut pas dépasser le nombre de poids lourds autorisés au maximum sur toute la ZAC. Donc après, aux entreprises entre elles de se répartir le flux. Et par rapport à ça, il y aura donc un contrôle de ces entreprises, justement, pour qu'elles ne dépassent pas ce flux autorisé. Qui est-ce qui fait ce contrôle? Celui de la ZAC, parce que l'autorisation pour ouvrir la ZAC, on l'a donné à la DTO, ça va être à elle de mettre un système de comptage pour s'assurer qu'on ne dépasse pas, de mémoire, c'était 400 poids lourds. En fait, excusez-moi, ça fait aussi partie des points qui sont inscrits dans le cahier des charges de la ZAC, que signe chaque acquéreur, il s'engage à ne pas dépasser un nombre de poids lourds. Et donc on aura un retour de ces chiffres, nous, ici, au Plessis Belleville, ou alors comment ça se passera? Vous pouvez communiquer? Pour information, en fait, justement, pour information, contrôle, quelque part. Il n'y a aucun problème. Pour votre information, c'est la première ZAC où on procède de cette manière, où on fait faire une étude de flux très détaillée, et c'est la première ZAC où on limite le nombre de poids lourds. On l'avait jamais fait avant. On avait bien entendu dès le début qu'il y avait des sujets sur la circulation. J'ai une question, s'il vous plaît. Vous dites 400 poids lourds par jour, mais tout à l'heure c'était 280, donc c'est les 280 par sens. Non, en fait c'est 285, mais comme ils rentrent et ils sortent, ça donne. Ah d'accord, ok, donc c'est ça. On compte une entrée et une sortie. Donc l'absence, ça les retourne. Voilà. En tout cas, nous, c'est cadré. Ce qui se passe, par exemple, sur la RN2, plus on a, ça, on ne peut pas contrôler. Oui, mais enfin là, ça ne va pas arranger les choses, hein, bien au contraire. On a une côte après Damartin et tous les camions ralentissent dans cette côte, ce qui crée des embouteillages abominables tous les jours, matin et soir. Donc ça va forcément impacter le trafic et ça va forcément rajouter encore des gens. Donc quand on parlait de recours, je parlais d'horaire. Est-ce que les communes aux alentours, enfin, est-ce que les usagers de la N2 pourraient demander une interdiction à tous ces poids lourds de circuler pendant les heures de pointe? Vraiment une interdiction. Donc la RN2 est un tir, je pense. Donc il n'y a que la tir qui pourrait réglementer, elle ne le fera pas parce que c'est un accès à Roissy. Mais moi, ce que je me souviens du dossier, c'est que surtout, ces poids lourds, ils fonctionnent un peu en sens inverse des bouchons. C'est-à-dire que quand les gens vont sur Paris, eux, ils ont plutôt tendance à remonter sur Ville-le-Long. Ils ne vont pas créer de bouchons, la DIR nous a dit que sur ce projet, il y avait justement un sens à leur circulation que ça n'allait pas encore plus. Ils vont rouler un peu en décalé, ou à l'envers en termes de timing. Et en tout cas, on s'était dit aussi, puisqu'il y a des départementales qui sont impactés, c'est qu'au-delà des 400 poids lourds, s'il y a besoin d'aménagement routier, on stocke tout. Le département fait une nouvelle étude, fait financer par les poids lourds les aménagements routiers, par le transporteur, les aménagements routiers, sans que ce soit ni à la charge des collectivités, ni à la charge de la DTO. Ce sera bien aux entreprises qui viennent de payer. L'idée, c'est quand même qu'on arrive à limiter le trafic. Et surtout, il y a la flotte qui pourrait changer, qui pourrait avoir, puisqu'on est sur des petits parcours, peut-être des camions électriques, mais à minima, même si le nombre de poids lourds reste le même, être une mobilité un peu plus décarbonée, moins polluante, moins nuisante en termes de bruit et de pollution. Parce qu'en fait, ça va être la première entreprise dont on a parlé, c'était des navettes jusqu'à Roissy, donc et des courts trajets. Donc c'est possible. On ne s'est pas consulté.
Ah non, non, là je sors de la réunion de crête, mais j'ai lu beaucoup de fois le dossier et j'ai réclamé beaucoup de choses sur ce dossier, plus que sur les autres d'ailleurs. Donc ça a même fait jurisprudence, parce que maintenant on est aussi tatillon avec les autres gros projets pour justement préserver les populations qui vivent sur place. Très bien, je vous remercie. Des questions encore? C'est bon pour vous? Moi, je voudrais faire une remarque. Que tout à l'heure, madame a dit une remarque pertinente. Elle a dit que le conseil municipal était compétent à donner son avis sur cette modification du PLU. Je voudrais simplement souligner que le dernier conseil municipal a donné son avis et on voit de manière claire que la préfecture ne veut pas entendre cet avis parce qu'elle a notre avis qui est différent. Donc pour cela... Non, la préfecture, elle part du principe que le conseil municipal ayant changé, elle veut être sûre de l'avis du nouveau conseil municipal. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas entendre, elle a juste dit que c'est quand même vous qui allez être là pour 7 ans, et on ne va pas rester du coup sur une décision prise une semaine avant les élections. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, c'est le moment ou jamais de vous le dire. Non, mais ce que vous avez rajouté aussi, c'est que, ayant voté non, le préfet a fait quand même compétence à pouvoir décider autrement. C'est le code de l'urbanisme qui dit quand une commune ne délibère pas dans le délai ou délibère défavorablement, alors il appartient au préfet de décider si oui ou non le projet est d'intérêt général et s'il est de valider l'adaptation du flux. Laissez-moi terminer ma remarque, puisque vous avez commencé par dire que le métier compétent pour donner notre avis. Malgré cela, si l'avis n'est pas favorable, on peut la supplanter par un autre avis. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui se passe là, ça révèle un petit peu ce que M. le maire qui est sortant avait dit. avait dit attention, si on vote par la CCT, une autre entité, la modification de notre PLU, ça laissera un précédent qu'en cas de changement de majorité, il pourrait y avoir encore une autre décision sur une autre zone de notre commune. Et donc, et là, on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui change, on fait changer la décision, ça voudrait dire que l'engagement qu'a pris le président de dire qu'il ne modifiera pas d'autres zones de notre commune, si cette majorité vient à changer, il pourrait appliquer la même méthode sur notre zone. De toute façon, il n'y a pas d'autre zone sur le... C'est la seule zone. Une autre zone, il faudrait qu'elle soit dans le SWOT qui date de 2018. Il n'y a pas d'autres zones dont les communes ne veulent pas. Les seules autres zones à venir, c'est sur des plans et la commune est d'accord, on ne se pose pas la question. Et surtout, ça ne crée pas une jurisprudence, ça existe depuis des dizaines d'années dans le code de l'urbanisme. Et c'est particulier ici parce que c'est une zone d'intérêt communautaire, les autres zones sont d'intérêt communal, j'imagine. Donc là. Non, mais c'est le data center fini. Bon, bah, la compétence développement éco, elle est à la main de l'Interco, donc c'est la communauté de communes du Lyon-Courtois qui porte la déclaration de projet. Je consulterai le conseil municipal de Montigny le moment venu. Là, j'ai un autre sujet, c'est les gens du voyage. La compétence est à la main de l'Interco, puisque c'est une compétence de la communauté de l'agglomération de Creil-Sudoise. Elle porte la procédure. Je vais consulter un moment le conseil municipal de Saint-Maximin. S'il vote pour, ça stoppe la procédure, on adapte le PLU. Si elle vote contre, le préfet devra voir, au regard des positions du schéma, si oui, il va même faire la zone. C'est pas juste lié à Philippe Jolon ou au changement de procédure, ça existe depuis des dizaines d'années. Et surtout, si vous vouliez faire une autre zone, déjà dans la commune, il faudrait qu'elle soit d'intérêt général. Donc à part le développement éco, tout le reste est d'une compétence communale. Donc vous n'avez aucun risque que la communauté de communes prenne la main. Il faudrait réviser le SCOT ou aussi valider une mise en compatibilité du SCOT. Donc voilà, vous ne seriez pas tout seul et à chaque fois vous redemanderez votre avis. Et après, c'est du cas par cas. Hein. C'est pas parce qu'il y a une zone où il y a une entreprise innovante qui veut un bâtiment de 20, 30 ou 40 cents d'euros qu'on va dire oui. S'il n'y a pas d'intérêt général, on va dire non. Très bien. On nous a posé un hauteur de 30 mètres d'euros, on a conseillé
mètres de haut, c'est beaucoup trop. Et ben, il a repris sa feuille de route et il fait des petits bâtiments. Alors voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie, madame. Oui. D'entre vous étiez là ce soir à la réunion à Creil. Madame le sous-préfet a également dit vos prédécesseurs ont déposé des dossiers de subvention pour des projets. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les projets de vos prédécesseurs. Dites-moi les projets que je dois retirer de démarches simplifiées pour libérer des crédits pour les autres. C'est règle démocratique. Le personne qui a envoyé un projet, vous en avez un autre. C'est normal que du coup on vous demande votre avis. Vous avez été élu sur un programme politique. Moi, je n'ai pas vu toutes les professions de foi de toutes les communes et de toutes les listes. Très bien. Par exemple. Okay. Là, vous allez délibérer, je vais même faire les démarches, je serai à la limite et je verrai ce qu'il en ressort. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci à CCTV d'être venu, de nous avoir fait cette présentation que je pense assez claire et d'avoir répondu aux questions de l'ensemble du conseil municipal. À bientôt. S'il marche, si, ça va. Très bien. Donc, je vous propose qu'on reprenne le cours de l'ordre du jour. Rapidement, avant tout, avant d'aborder le point numéro 1, j'aimerais juste dire un mot. Ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes élus sur ce conseil municipal, que nous avons intégré la mairie dans toutes ses composantes, dans tous les services. Et je souhaitais remercier l'ensemble des employés communaux qui nous ont accueillis comme il se doit, alors qu'il y avait une crainte légitime quand il y a des changements comme ça. En tout cas, on a un accueil qui est exemplaire, des employés qui sont exemplaires, qui sont dans leurs tâches, qui viennent nous expliquer les choses qu'on a besoin de comprendre. Effectivement, et quels que soient les services, on a eu un très très bon accueil partout. Donc je tenais vraiment à les remercier pour cet accueil depuis 3 semaines. Je vous propose donc d'aborder le point numéro 1, qui constitue l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 7 mars 2026. Donc pour rappel, les points qui avaient été étudiés le 7 mars 2026, nous avions d'abord évidemment l'approbation du procès verbal du 17 janvier 2026. Ensuite, nous avons un exposé du bilan social, et je me dis en le lisant que ce serait peut-être intéressant que les conseillers actuels puissent disposer de ce bilan social, comme ça ils auront une idée à peu près de ses tenants et de ses aboutissants. En point numéro 3, donc une modification du tableau des effectifs, puis une validation d'une convention de télétravail pour une partie de ces effectifs. Encore une fois, des demandes de subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance et des Hauts-de-France pour la vidéoprotection et les gilets pare-balles, donc le matériel de la police municipale notamment. Avait été validée modification des statuts du SE60, le syndicat d'énergie. Et je crois qu'on est bon. Et on avait effectivement ensuite la modification du règlement d'assainissement, donc avec une fixation du taux de majoration. Et ensuite, donc, le point dont on va débattre aussi tout à l'heure, dont on va remettre au vote, donc l'avis du conseil municipal sur la mise en compatibilité du PLU avec l'enquête publique. Je vous lirai les conclusions de cette enquête publique. Ensuite, on avait une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation d'une structure multi-accueil. Donc, il s'agissait de renouveler le contrat pour la crèche, donc avec un renouvellement de contrat pour People and Baby, qui était déjà l'exploitant actuel de la crèche. Puis le débat d'orientation budgétaire, le budget d'assainissement 2026. Puis le débat d'orientation budgétaire communale 2026. Nous avons ensuite des questions diverses, au sein desquelles nous avons donc M. Lukunga qui était intervenu. Je vais vous le dire directement ce qui est écrit, puisque c'est des questions diverses. Donc, M. Lukunga souhaite savoir combien de personnes ont obtenu des logements sociaux. M. Mial avait répondu qu'on n'était pas en capacité d'avoir la réponse à cette question, que les bailleurs sociaux gèrent eux-mêmes et ce sont eux qui fournissent ces informations. M. Lukunga souhaitait avoir des précisions sur la suite de la commission électorale au sujet des 60 personnes attachées à la commune. Donc, sur cette commission, M. Lukunga était venu avec une liste de 60 personnes dont il se demandait si elles habitaient encore sur la commune et demandait donc à la commission de procéder aux vérifications. M. Mial lui répond que les renseignements étaient pris auprès de la préfecture et que sa demande n'était pas recevable.
Il a fallu que la commission électorale, donc sans le maire et sans les adjoints, précisons, se prononce sur la démarche. Il aurait fallu donc que la commission se prononce sur la démarche, valide cette proposition par le biais d'un vote. La préfecture a répondu que cela n'avait pas été fait. Il fallait faire cette démarche, il fallait voter pour qu'ils en tiennent compte. De plus, la liste remise par M. Lukunga a été donnée en fin de séance, sans nommer les gens. Ce n'est pas la procédure habituelle. Seule la suppression et l'ajout de 2 personnes ont été actés officiellement. M. Lukunga dit qu'il n'a pas eu cette information. Les personnes n'ont pas eu connaissance de cette procédure. M. Lukunga rappelle qu'aux dernières élections, le maire avait gagné à 70 voix. Il estime que cela peut avoir un impact. Il contestera si nécessaire. Il lui a répondu que c'est hors procédure. Il y avait certes les membres de la commission, mais également le public qui a pu constater. Mme Guillet souhaite savoir quand les trous de la route Billy seront bouchés, donc on part après sur les travaux de la route Billy. M. Travessi demandait, lui, à avoir un planning pour la tenue des bureaux de vote. Et là-dessus, le maire, M. Smaguin, donc, il disait que ces plannings seraient envoyés le 9 mars, lundi 9 mars. Ce à quoi M. Lukunga demande si son équipe est prévue. M. le maire lui signale qu'il avait demandé à tous les candidats de donner leurs propositions. Seul M. Corel a répondu, et donc il n'y aura pas d'assesseur ni président pour l'équipe de M. Lukunga. Il y a des délais pour s'organiser. Là-dessus, nous avons reçu un mail de M. Lukunga donc, qui nous détaille ses interventions. Donc, ci-dessous mes interventions lors de la séance des questions du Conseil municipal du 7 mars 2026, je cite M. Lukunga. M. Lukunga demande à M. le maire quelle est la suite accordée à notre demande formulée à la commission de contrôle de la liste électorale du 19 février 2026 de vérifier la tâche communale d'une 60aine de personnes ayant déménagé mais apparaissant toujours sur la liste électorale de la commune. Le maire a répondu que la demande n'était pas valable selon la préfecture car la demande n'avait pas été votée par la commission. M. Joseph Lukunga répond au maire que lui aussi a appelé la préfecture pour demander que faire si les personnes mentionnées dans la liste venaient à voter. La procédure est de demander la liste émargement après le vote et saisir le tribunal administratif pour vérifier leur attache dans la commune et la liste électorale et donc l'impact sur le résultat du scrutin. M. Lukunga Joseph dit qu'il fera cette démarche. Deuxième point, M. Lukunga Joseph informe M. le maire qu'il a pris connaissance en retard de son mail demandant la liste des assesseurs et qu'il lui enverra la liste attendue. Il a répondu en séance qu'il ne prendra pas en compte les demandes pour les assesseurs car la date limite du 5 mars à 18h qu'il avait communiqué dans son mail était dépassée car il avait déjà terminé les tableaux d'organisation des bureaux de vote. M. Lukunga Joseph dit que les élections municipales est un rendez-vous important pour la commune. Ce n'est pas fair play de ne pas lui permettre de désigner ses assesseurs. Merci donc de prendre en compte ces remarques au compte rendu du conseil municipal. Donc ce mail sera annexé au procès verbal du conseil municipal. Et donc le compte rendu donc, sera signé par M. Smaguin, qui était maire de l'époque, par moi-même et par le secrétaire de séance. Ensuite, on va venir aussi... pardon, bien sûr. Page 9, mon nom est mal orthographié. Et page 11, Madame Tonnet trouve qu'avant la crèche était plus agréable. Et Madame Tonnet lui répond, c'est Madame Soba à lui parler. C'est page 11. Page 11. C'est tout pour moi. Qui rejoint un petit peu le mail que M. Lukunga a envoyé pour compléter son texte. Par contre, M. Lukunga n'a pas dit qu'il avait pris connaissance du mail en retard. Il a dit oui, mais j'ai dû le mettre ce matin, le jour du conseil. Ce qui veut dire que oui, mais c'est pris le matin même du conseil. C'est ce que j'avais dit mot pour mot. C'est pas en retard, ça aurait pu être le mardi ou mercredi. C'est je l'ai lu ce matin. Très bien, c'est noté. D'autres observations pour les élus donc, qui étaient effectivement, qui faisaient déjà partie de ce conseil. Pas d'observation. Très bien.
Je vous rappelle également aussi donc, le procès verbal d'installation de l'élection du maire et des adjoints qui ont été votés. Donc, le maire moi-même, plus les limites adjoints, et donc la liste des conseillers municipaux qui sont donc sur cette table, à l'exception de 3, pardon, qui ont donné un pouvoir pour ce soir. Est-ce que vous avez deux observations par rapport à cette installation, son conseil municipal d'installation? Donc sur ce tableau, vous avez donc la liste des adjoints, l'ordre des conseillers municipaux. Et donc l'ensemble a été publié et transmis à la sous-préfecture. Excusez-moi, c'est un tableau qui était dans le compte rendu? C'est la proclamation des résultats du premier conseil, on l'a pas là-dedans. Vous disiez qu'il y a un tableau, j'ai pas. Non, c'est là-dedans qu'il y a le tableau. On peut vous le faire voir d'ailleurs si vous voulez. Non, mais je pensais que vous l'avez pas eu. Non. Point numéro 2. Donc la désignation des représentants de la commune dans les divers organismes de coopération intercommunale. Donc s'agissant de désignation. Alors, concernant le syndicat intercommunal d'assainissement, Plessis-Belleville, Lagny-le-Sec, le CILI et Eve, sont désignés en qualité de titulaire Christophe Corel, Christian Chaudron, en qualité de suppléant David Desnoyers, Diez Martin et Daniel Travessi. On pourra vous donner, si vous voulez, les documents, ça. Donc c'est un vote, pardon, c'est pas forcément une désignation. Est-ce qu'il y a d'autres candidats sur ces commissions, sur cette commission? Très bien. En ce qui concerne le syndicat intercommunal de l'OPAC Creil-Oise Habitat, donc sont proposés du coup, en qualité titulaire Christophe Corel et en suppléant Fanny Pousson. Y a-t-il d'autres candidats? En ce qui concerne le syndicat intercommunal du SAGE de la Nonette, il s'agit de la qualité de l'eau, des règles de gestion des cours d'eau et des priorités d'aménagement de ceux-ci. Donc, sont proposés en qualité titulaire Christophe Corel et en tant que suppléant David Mendes. Y a-t-il d'autres candidats? En ce qui concerne le syndicat de l'énergie l'Oise, SE60, donc qui accompagne les collectivités dans ce qui touche à l'électricité, la gestion des réseaux, sont proposés donc en qualité de titulaire Christophe Corel et en suppléant Christian Chaudron. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? En ce qui concerne l'assistance pour le territoire de l'Oise, la DTO, donc c'est l'accompagnement des communes sur les projets d'aménagement, de construction de voiries, d'eau et d'assainissement, sont proposés en qualité titulaire Christophe Corel et en suppléant Gilles Pernin. Y a-t-il d'autres candidats? Très bien. Ensuite, nous avons le syndicat mixte Oise Très Haut Débit, SMOTHD, donc qui agit sur le déploiement, la gestion et l'exploitation du réseau de fibres, sont proposés donc en qualité titulaire Christophe Corel, en suppléant Alexandra Larose Chico. Y a-t-il d'autres candidats? Très bien. En ce qui concerne le comité intercommunal pour la prévention de la délinquance, donc on a 4 délégués, sont proposés Christophe Corel, Alexandra Larose Chico, Daniel Travessi, Jérôme Favorinus. Y a-t-il d'autres candidats? Et enfin, le correspondant défense, donc, est proposé donc moi-même, Christophe Corel. Est-ce qu'il y a d'autres candidats?
adopté. Je vous remercie. Le point numéro 3. Donc, il s'agit cette fois-ci des commissions, de la composition des commissions communales. Alors, tout d'abord, on va commencer par le CCL, le Centre communal d'action sociale. Donc, on a ici 8 membres qui sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, on a une première liste qui se présente, donc composée de Christophe Corel, Catherine Gaillet, Luc Atlan, Christine Hérin, David Mendes, Fanny Pousson, Justine Tonial et Daniel Travelsi. Une seconde liste qui se présente avec Dominique Smagui, Katie Timothée, Léon Adoueni et Madame Bourg-Louéné. Donc pour cette liste, on va passer au vote donc, dans les isoloirs. Donc on va vous fournir les 2 bulletins de vote et... Pardon, monsieur Lubunga, est-ce que vous souhaitez faire une liste? Pardon. Merci. Donc on va vous distribuer les bulletins de vote et donc chacun son tour. Donc on va aller voter. Donc c'est un bulletin secret. Donc il y a des enveloppes aussi. Oui, j'ai mis des enveloppes. On va le faire pour. Alors avec la méthode du plus fort reste. Donc nous avons alors, les six premiers postes, donc je le répète, donc Christophe Corel, Catherine Gaillet, Luc Atlan, Christine Hérin, David Mendes, Fanny Pousson sont élus donc sur la première partie. Ensuite, nous avons un candidat donc de la seconde liste, donc de M. Smagui, donc, qui est élu. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le plus fort reste. Un dernier candidat de la liste de M. Corel. Et donc c'est un dernier candidat de la liste, donc de la liste Corel. Et donc ce sera Justine Tonia qui arrive juste après. Parce que c'était 2,5 et 0,75. Le plus fort reste, c'est 0,5. Donc, je répète, donc, les 8 élus donc, pour le CCAS, Christophe Corel, Catherine Gaillet, Luc Atlan, Christine Hérin, David Mendes, Fanny Pousson, Justine Tonial, Dominique Smagui. On passe ensuite... Excusez-moi. Oui, bien sûr. Pour la liste, M. Smagui, ils choisissent pas entre eux. C'est le premier, l'ordre. C'est pour ça qu'il y a une importance sur l'ordre, donc c'est le premier. C'est un scrutin de liste. Alors, on va pour la commission d'appel d'offres. Alors, la commission d'appel d'offres. Nous avons ici donc 6 postes, donc 5 titulaires et 5 suppléants. Alors, sur la première liste, donc, se présentent donc, Christophe Corel, Fanny Pousson, Sylvie Tonial, David Mendes, Catherine Posébon, Daniel Travelsi en qualité de titulaire, puis en qualité de suppléant, Christine Hérin, Justine Tonial, Catherine Gaillet, Jérôme Frédéronius, Samuel Légolin. Donc, sur la deuxième liste donc, de M. Smagui, Dominique Smagui en qualité de titulaire, avec Léon Adoueni, en qualité de suppléant, Katie Timothée et Claire-Vie Bourg-Louédec. On va procéder de la même manière, avec les bulletins de vote sur la table là-bas, et chacun va repasser pour voter sur sa liste. En ce qui concerne le résultat, nous avons exactement le même résultat que pour le vote d'avant. Donc 26 votants, plus un vote blanc, 22 pour la liste Corel et 4 votes pour la liste de M. Smagui. 6 places, et donc 5 donc, sur la liste numéro 1 de moi-même, et donc une place, c'est ça, qualité titulaire plus un suppléant sur la liste de M. Smagui. Donc sont élus sur cette commission donc, Christophe Corel, Fanny Pousson. Non, attendez. Ah non, c'est l'autre. Pardon. En arrière. Monsieur Smagui, les suppléants, Madame Timothée, pour la deuxième liste. Sont élus
Voilà. Donc sont élus donc Christophe Correl, Fanny Pousson, Sylvie Tonial, David Mendes, Catherine Posébon en qualité donc, de titulaire, Christine Hérin, Justine Tonial, Catherine Gaillet, Jérôme Favorinus en qualité, donc c'est là qu'il y a un décalage que je ne comprends pas. Vous n'avez pas de suppléant. Après, c'est Madame Pousson-Fanny avec Madame Hérin comme suppléant, Madame Tonial, Sylvie Tonial, Justine, Mendes, David avec Madame Gaillet et Catherine en suppléant, donc on a bien et Monsieur Smagin. Et donc Monsieur Smagin avec un petit voté sur la seconde liste. Voilà, sur la seconde liste. Alors, troisième commission, on va passer par un vote. Donc c'est la commission. C'est la dernière. Commission de délégation de services publics. La commission de délégation de services publics, donc avec le maire, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Alors les candidats, sur la première liste, Christophe Correl, Fanny Pousson, Justine Tonial, Sylvie Tonial, Sylvia Dulac, Michel Sorigny en qualité de titulaire, Catherine Posébon, Daniel Travessi, Catherine Gaillet, Alexandra Larose-Chicot, Christine Hérin en qualité de suppléant. Pour la seconde liste, qui nous est parvenue, Claire Libourg-Louedec, Katie Timothée en qualité de titulaire, Dominique Smagin, Léon Adouani en qualité de suppléant. Monsieur Lukunga, est-ce que vous souhaitez former une liste? Même principe, vous êtes invité donc à aller voter dans l'urne. Donc, on a le même résultat, donc toujours 26 votants, une enveloppe vide, 4 pour la liste de M. Smagin et 22 donc pour la liste de M. Correl. Donc on a sont élus donc Christophe Correl, ensuite Fanny Pousson en qualité de titulaire, Catherine Posébon suppléant, Justine Tonial en titulaire, Daniel Travessi suppléant, Sylvie Tonial en qualité de titulaire, Catherine Gaillet suppléant, Sylvia Dulac en qualité de titulaire, Alexandra Larose-Chicot en qualité de suppléant, Claire Libourg-Louedec, excusez-moi, en qualité de titulaire et Dominique Smagin en qualité de suppléant. Alors, en ce qui concerne les commissions communales, donc là, c'est la première dont on va parler, c'est la commission urbanisme, développement durable et patrimoine. Non, c'est la commission de contrôle des listes électorales. Alors, la commission des Ah, pardon. Pardon. Alors oui, la commission de contrôle des listes électorales. Alors là, c'est 3 membres majoritaires. Donc, on va passer donc à la commission de contrôle des listes électorales. Pour cette commission, donc, ne peuvent pas y figurer le maire et les adjoints. Il faut 3 membres donc, de la liste majoritaire, plus un membre de chaque liste d'opposition. Donc, j'avais fait noter donc, qui est volontaire parmi les conseillers donc, pour intégrer ces listes, déjà dans le groupe majoritaire, et ensuite dans la liste de M. Smagin, dans la liste de M. Lukunga. Donc, Jérôme Favorinus, Samuel Légola, Gilles Ternin, Dominique Smagin et donc M. Lukunga devant. Ensuite, le CST, donc, le comité social territorial. Donc, ce sont ensuite donc, 2 membres désignés, donc les 3 suppléants, en plus donc, des maires. Au conseil municipal des jeunes, donc, nous aurons des référents Justine Tonial et Baptiste Leloy. Le conseiller référent pour le périscolaire, donc maison des jeunes, centre de loisirs, Baptiste Leloy. La commission communication, donc sous l'égide de Mme Sorigny, qui sera conseiller délégué, avec David Mendes, Daniel Travessi, Samuel Légola, Fanny Pousson, Baptiste Leloy, et d'autres personnes. En qualité de membre extérieur, Mme Laetitia Esposito et Laurence Desfossés. Personnel associé, donc les directeurs généraux des services, M. Benjamin Carré. En ce qui concerne la commission des affaires économiques et de l'artisanat, avec. J'avais une question, ça. C'est quoi exactement cette commission? C'est pour la gestion des commerçants, des professionnels de la commune, des choses comme ça. Alors, donc, sous l'égide de M. Emmanuel Montaigne, qui sera conseiller, avec M. Gilles Ternin, Catherine Gaillet, Catherine Posébon, David Mendes, et d'autres personnes. Ensuite,
Ensuite, donc, au niveau de la commission de ressources humaines, donc, elle sera composée, donc elle n'est pas ouverte celle-ci, hein, elle sera composée de 3 conseillers, avec moi-même, M. Daniel Travelsi, M. David Mendes, Mme Catherine Gaillon, ainsi que l'adjointe aux ressources humaines, Céline Vegas. Est-ce que sinon vous en avez pris connaissance, tous, vous avez tous le document? Donc, juste à titre d'information, c'est exactement, on n'a absolument rien changé sur le dernier conseil municipal, on est resté sur les mêmes seuils. La seule chose que je souhaiterais rajouter, puisqu'il y avait eu je pense un écho là-dessus, c'est la possibilité, donc, vous me donnez délégation pour la signature des contrats qui engagent une somme maximum de 30 000 € à l'année. Donc, par rapport à ce que vous avez écrit, c'est la seule chose qu'il y a à rajouter. Pardon? Non, c'est pas mis justement, on le rajoute justement. Parce que ça manquait, donc on le rajoute. Eux, c'est des contrats, c'est des conventions par des gens. On a pu prendre connaissance du document. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Alors, pour ce qui concerne le point numéro 5, la fixation des indemnités de fonction des élus, donc maire, adjoint, conseiller délégué. Pour vous expliquer comment ça fonctionne déjà, donc, les indemnités ne sont pas un salaire, mais une compensation pour les frais engagés sans passer au service de la collectivité. La référence, donc c'est le Code général des collectivités territoriales. Par principe, donc, les indemnités sont fixées en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, donc dit indice 10,27. Au 1er janvier 2026, la valeur de cet indice brut était de 4 058,50 €. Et donc les barèmes ont été rehaussés récemment par la loi Engagement et Proximité qui a été votée en décembre dernier. Le barème des taux donc, ont été modifiés. Donc pour vous donner un petit peu d'exemple, nous avons aussi en même temps changé de strate, puisque nous sommes dans la strate de 3 500 à 9 999 habitants. Nous étions auparavant à 55% de ce taux. Depuis décembre dernier, nous sommes à 58,3% pour le maire. Pour ce qui concerne les adjoints, nous étions auparavant à 22% de ce taux. Non. Ouais, je suis trompé. 21,38 et maintenant on est 23,32. à 23,32. Voilà pour les chiffres. Donc, sachant que le principe, c'est que c'est une enveloppe maximale qui est calculée donc, par rapport à ce taux, donc en fonction de l'indice du maire plus du nombre d'adjoints, puisqu'on a changé de système, on est passé de 6 à 8 adjoints, donc l'enveloppe augmente également. Donc on a un double effet, à la fois cette loi qui a été votée, qui a rehaussé le pourcentage de l'indice maximum, et ensuite le changement de strate, puisqu'on est passé au-delà de 3500 habitants. Voilà. Ce qui fait qu'on a une enveloppe maximale approximative du corps civique à peu près 120 000 €, c'est ça? Non, c'était moins, c'était quoi? À 620 000, c'est le maximum. Voilà, c'est le maximum. À l'année. À l'année, oui, bien sûr, à l'année. Oui. Alors, ce qui est proposé, c'est donc, pour ce qui concerne le taux du maire, puisqu'il est à 50%, ce qui équivaut en brut à 2055,26 €. Pour les adjoints, le taux est à 20% pour un montant de 822,10 €. Et le conseiller délégué à 6,2% pour un montant de 254,85 €. Sachant donc que sur cette enveloppe, on ne consomme pas toute l'enveloppe, et c'est un maximum que nous ne pouvons pas dépasser, et que nous donnons le droit encore, effectivement, pour la suite, d'avoir éventuellement des conseillers délégués sur certains secteurs en fonction de l'utilité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Lors du précédent mandat, M. Smagin avait mis une allocation pour tous les conseillers. Pourquoi ce n'est pas un choix de votre part? Parce qu'ils se sont tous inscrits dans des commissions. C'est le choix que nous avons fait pour l'instant, de fonctionner comme ça. On verra au besoin, s'il y a besoin d'avoir plus de conseillers encore. J'aurai aucune difficulté
baisser les taux s'il le faut, y compris chez les luminaires, de la taille des fusées. On verra en fonction de l'usage. Si je puis dire, on n'a encore pas l'expérience non plus de ce que représente le travail à chaque fois, donc on verra en fonction après de ce fonctionnement. Je rappelle quand même, Claire-Vie, que tout le monde n'avait pas de solde. C'était lié au travail et aux participations. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas cette information-là. Et tu ne peux pas dire que tout le monde avait quelque chose au précédent mandat. Tous ceux de la liste majoritaire, en tout cas. Oui, c'est un choix. C'est un choix. D'autres questions? Pourquoi est-ce que vous avez donné une délégation, donc les adjoints et une délégation, enfin, c'est automatique, hein, et pourquoi vous avez donné une délégation qu'à un seul conseiller et il s'agit de quelle délégation en particulier? Alors, la délégation en question sera pour la communication. Et donc c'est le point suivant, puisque nous, je sais plus si c'est avec, c'est le point suivant. C'est un petit peu avec en fait, puisqu'on va proposer effectivement une délégation donc, à Mme Sorini, qui sera donc conseiller délégué de la communication. La réponse est qu'elle s'est justifiée qu'elle l'est, pas les autres. Donc c'est un choix, encore une fois. Tout à fait. Donc dans la même délibération, donc on va vous demander de voter effectivement pour la délégation, pour les indemnités et en même temps pour la fixation du nombre de conseillers. Donc un délégué, donc qui vote contre, qui s'abstient. Donc ça fait 5. Donc 22 votes pour. Et pour les indemnités, pareil, il faut voter. Pour les indemnités, pareil, qui vote contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc, on parle cette fois-ci, on revient donc à notre sujet initial, donc, qui était la mise en compatibilité du PLU avec la demande faite par la CCTV. Pour vous rappeler qu'on avait eu donc un commissaire enquêteur qui avait conclu, qui avait rendu un rapport, et je vais vous lire sa conclusion. Alors, en conclusion, il y a du commissaire enquêteur. Donc c'est une enquête qui s'était déroulée à la fois en mairie et à la fois au sein de la communauté de communes. Sur les motivations, je cite le rapporteur. Sur les motivations du projet, la communauté de communes du Pays Valois souhaite permettre la poursuite de la réalisation de la zone d'aménagement concertée, de siller le long de Plessis-Belleville, en autorisant l'implantation d'activités économiques en bordure de la route nationale RN2 sur la commune du Plessis-Belleville. La commune du Plessis-Belleville, qui compte 3822 habitants, donc à l'époque de l'enquête, au recensement de 2022, a connu au fil du temps une constante augmentation de sa population, passant de 1177 habitants en 1968 à plus de 3800 habitants 50 ans plus tard. La population active, qui représente pour la commune plus de 2500 personnes, c'est là que j'avais dit le chiffre, se déplace à près de 87% dans une autre commune pour le travail, notamment dans les pôles d'emploi de l'Île-de-France, en particulier la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle. La commune du Plessis-Belleville s'est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 20 avril 2018 qui fixe l'objectif d'atteindre environ 5000 habitants à l'horizon 2030, soit une croissance qualifiée de modérée de 2,4% par an. L'ouverture à l'urbanisation de 18,5 hectares à vocation d'activité affirme le rôle de pôle d'emploi de la commune et permet aussi l'accueil d'entreprises sur la zone d'activité intercommunale prévue au schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Le plan local d'urbanisme délimite une opération d'aménagement programmée, une OAP, dite de la zone d'activité nord, dont les objectifs sont la création d'un parc d'activité économique et donc d'emploi, dans le prolongement de l'enveloppe bâtie d'activité actuelle. Cette OAP se donne pour but d'assurer une image harmonieuse au secteur, une intégration des bâtiments dans l'environnement urbain, un traitement paysager afin de proposer un paysage de qualité, notamment sur la plantation d'arbres de haute tige ainsi que de bosquets.
sur l'acceptabilité du projet. La poursuite par la communauté de communes du Pays de Valois, compétente en matière de développement économique, de la réalisation de la zone d'aménagement concerté, afin de permettre l'implantation d'activités économiques, implique un changement réglementaire de faible impact. En effet, les entreprises candidates à l'implantation dans cette zone, le long de la RN2, ont besoin de construire des bâtiments de relativement grande hauteur, allant au maximum jusqu'à 15 mètres, ce qui ne permet pas, en l'état actuel, le règlement de la zone 1AI du plan local d'urbanisme du Plessis-Belleville, qui limite la hauteur des bâtiments à 12 mètres. Or, l'évolution demandée, exclusivement destinée à modifier la hauteur maximale des constructions, est cohérente avec les objectifs affirmés par le SCOT de dynamisation de l'économie du territoire. La modification portant à hauteur de 12 à 15 mètres pour étage n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Les règles d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble du territoire communal du Plessis-Belleville permettent déjà, selon les zones, d'atteindre des hauteurs allant jusqu'à 15 mètres en zone UE, d'équipement public, en zone 1AUE, en zone 1AUC, d'équipement scolaire, ou encore, par exemple, en zone agricole. Sur le déroulement de l'enquête, l'enquête s'est déroulée conformément aux dates prescrites. Le dossier a reçu l'avis de la mission d'autorité environnementale de Hauts-de-France et a fait l'objet d'un examen conjoint par le Conseil régional de Hauts-de-France, le Conseil départemental de l'Oise, la Direction départementale des territoires de l'Oise, la communauté de communes du Pays de Valois, les maires des communes concernées et limitrophes. L'enquête a donné lieu à 4 visites et 4 observations de la part du public et des organismes intéressés. Le porteur du projet a pu expliciter ses objectifs, notamment à la personne du président de la communauté de communes, l'avis du commissaire enquêteur. Au vu des objectifs affirmés de développement économique, de création d'emplois, de préservation de la qualité paysagère et d'intégration des bâtiments nouveaux dans leur environnement urbain. Au vu des observations et arguments apportés, notamment par la CCTV et la SAO, toutes deux parties prenantes à l'aménagement de la ZAC, démontrant l'intérêt général de la modification et faisant valoir les objectifs de lutte contre l'étalement urbain, la réduction des emprises au sol des futurs bâtiments permises par une plus grande hauteur, les nécessités fonctionnelles pour les entreprises candidates à l'implantation sur la zone et la volonté de réduire les flux de transport. Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune du Plessis-Belleville. C'est signé cette enquête donc le 6 janvier 2026 par le commissaire enquêteur. Donc, alors, le projet de délibération, donc, il vise le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'urbanisme, je crois que vous l'avez dans le dossier, la délibération de la communauté de communes du Pays de Valois du 3 juillet 2025, le dossier de déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU, afin de passer donc de 12 mètres à 15 mètres, le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur, considérant que le dossier était mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête et que le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences, que le projet de mise en compatibilité permettra l'accueil d'entreprises, principe validé par les communes lors des procédures administratives liées à la ZAC et l'adaptation du PLU pour étendre la zone constructible. Donc, considérant que certains secteurs de la commune permettent déjà l'activité de bâtiments de 15 mètres de haut, ce sont des zones agricoles, notamment, et considérant que la commune des Pays de Valois compétente en matière de développement économique s'est engagée à ne solliciter une mise en compatibilité du PLU de ce type que sur ce secteur, considérant les avis favorables émis par les personnes publiques associées lors de la réunion d'examen conjoint obligatoire qui s'est tenue le 22 septembre 2025, considérant que la commune a, lors de l'élaboration de son PLU, fait valoir la qualité paysagère de la commune, et donc là, on nous demande de délibérer pour le passage de 12 mètres à 15 mètres. Donc vous avez eu tout à l'heure la CCTV qui est venue, l'avis aussi de la préfecture, en tout cas sur la procédure. Donc je le rappellerai, effectivement, c'est dit dans l'enquête, mais je l'ai regardé encore aujourd'hui. On a encore actuellement sur notre PLU, effectivement, plusieurs zones qui sont à 15 mètres. Donc, je les ai regardées, les zones. Celle-là sur 9 mètres. On a par exemple la zone UE. Donc ce sont donc, pour les usages d'habitation, c'est 9 mètres maximum, et pour les autres constructions hors habitation, c'est 15 mètres. Et donc on a comme ça encore 3 ou 4 zones. Celle-là c'est 12 mètres, la zone 1 AUE
Celle-là, c'est pareil, 9 mètres pour les habitations, 15 mètres pour les autres hauteurs. Et la zone 1 A, U, C, c'est la même chose, 9 mètres pour les habitations, 15 mètres pour les autres bâtiments. Ce sont principalement des bâtiments qui se trouvent sur cette zone scolaire ici, derrière le gymnase, et je crois que c'est tout. Et de l'autre côté de la centrale électrique. Donc effectivement, le dernier conseil de l'ancienne mandature avait émis un avis défavorable. Donc moi je vous propose de réinscrire au vote cette possibilité. Est-ce que vous avez des remarques déjà ou des questions? Très bien. Si, moi j'ai une petite remarque. C'est vrai que ce sujet demande beaucoup de rigueur et beaucoup de dialogue, puisque je vais simplement rappeler aux membres du conseil municipal qu'on n'est pas là pour voter pour faire plaisir au maire, on est là pour voter pour traduire la volonté des habitants. Moi je me rappelle que depuis 2020, j'ai ouvert une pétition pour la modification du PLU à 2 décibels, et jamais je n'ai rencontré l'habitant du Plessis qui m'a exprimé la volonté de voir le PLU modifié avec une augmentation de la hauteur. J'ai souvent rencontré des habitants qui voulaient plutôt une diminution. Alors bien évidemment ici on est dans une zone d'aménagement concertée plutôt, mais ceci étant, je n'ai jamais rencontré des gens me disant on est d'accord que ça puisse... Donc compte tenu de ce point où moi je sais que les habitants que j'ai rencontrés sont fortement réticents à cette idée-là, je propose que chacun puisse voter en liberté, qu'on puisse faire un vote national. Alors, je fais juste une précision. Qu'est-ce qui fait que moi je suis favorable à ça? C'est qu'on aurait exactement le même projet ici, en cœur de ville, qui serait totalement opposé. Là, on est de l'autre côté de National 2, il n'y a pas d'habitation autour. Il y a ce retrait de 100 mètres dont on nous a parlé. Les habitations les plus proches d'habitations, donc on a la Nationale 2, on aura ensuite, alors c'est pas encore, il n'y a pas encore de permis de construire du tout, mais il y a une entreprise qui s'appelle Réseau Ténère qui est en train de déposer une demande de permis de construire qui est à l'étude au niveau de la CCPB, qui sera au milieu en plus encore par rapport à ça sur la route de Silleux. Donc voilà, encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'on aurait exactement le même projet ici, dans n'importe quel quartier de PCB8, je serais totalement opposé. Là, on est totalement à l'extérieur du PCB8, donc en ce qui me concerne, je ne vois pas de difficulté par rapport à ça. Aussi, je note quand même que cette enquête qui a été faite, il n'y a eu que 4 visites, 4 commentaires. Ça prouve l'intérêt de la population par rapport à cette enquête. 4 visites. Il y a eu une enquête publique dont la publicité a été faite comme il se doit. 4 personnes seulement sont présentées sur cette enquête publique. Après, très bien, je le mets au vote. Qui vote contre? J'ai demandé Ah, pardon, excusez-moi. Ah, pardon. Alors, il faut un tiers du conseil pour un vote à bulletin secret. Il faut un tiers du conseil soit d'accord pour un vote à bulletin secret. Qui est d'accord? Qui, donc je propose effectivement, qui est d'accord pour un vote à bulletin secret? Donc, je vous donne une remarque dans le compte rendu que la demande a été formulée la dernière fois que ça a été voté à bulletin secret, il n'y a pas eu un vote d'un tiers. Alors c'est par rapport au dernier conseil municipal? Si. Oui, ça a été voté. Si, ça a été voté comme ça. Oui. Ouais, tiers. Il y avait moins de monde. Donc, très bien, donc je repose la question, qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté. Oui. Pourquoi lui? Ça descend pas. Monsieur le maire, vous avez 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est adopté, je vous remercie.
faut un peu motiver l'abstention parce que. D'accord. Excuse, il faut un peu motiver pourquoi vous avez changé d'idée. Alors, il faut un peu expliquer ce qu'on retient. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Oui, on a dit arrêtez. Pardon, excusez-moi, effectivement, c'est pour moi qui s'abstient. Pardon. Désolé. Dans la logique, il faut motiver le changement, on va vous dire pourquoi. Que c'est à l'extérieur du À l'extérieur, centre, on retient à ça. l'extérieur du centre dans le village. Il n'y a pas d'habitation à proximité. On est éloigné, bien sûr. L'inscription à l'ordre du jour, elle est due à la demande de la préfecture de consulter le nouveau conseil municipal. Oui. Si c'est bien ce que j'ai compris de l'intervention de tout à l'heure. Oui. Et moi, ensuite, j'ai demandé à CCPV si vous voulez intervenir pour présenter le projet. Alors, pourquoi la préfecture n'a pas pris ses responsabilités et devant la décision de refus qui avait été formulée le 7 mars dernier, pourquoi le préfet n'a pas pris sa décision? C'est Madame Dretz qui vous l'a dit à l'écran qu'elle préfère que le conseil municipal soit favorable à cette zone, forcément, vous l'avez inscrite. J'ai pas compris. Comme vous étiez favorable à cette zone, forcément vous l'avez inscrit et vous avez même demandé à la CCPV d'être présente sans nous avertir qu'il y aurait cette présentation ouverte de séance, ce qui me paraît la moindre des choses à faire quand on a ce point-là lors du jour. Ça s'est organisé cette semaine, je peux vous dire. Oui, voilà. mais... Non, mais je suis pas sûr que j'ai besoin d'inscrire à l'ordre du jour la présence de représentants de la CCPV en l'occurrence. Je pense que l'idée principale, c'est d'éclairer le conseil municipal sur ce qu'est ce projet depuis le début, ce qui, à mon sens, aurait dû être fait depuis très longtemps, que vous avez refusé à plusieurs reprises. Donc je trouve que c'est la moindre des choses de présenter le projet au conseil municipal. En l'occurrence, on ne vote que sur ce passage de 12 à 15 mètres, mais au moins l'ensemble du conseil municipal est au courant de ce qu'est ce projet-là, et les habitants qui sont là aussi. Le conseil municipal, lorsqu'il a rejeté ce projet, non pas de zone, mais d'augmentation de la hauteur, il l'a rejeté sur un principe même qui était de ne pas créer un précédent. Donc le fait d'en arriver à cette situation, ça veut dire que demain, dans la zone industrielle des Meuniers, qui est sous la responsabilité de la communauté de communes, si on a une entreprise qui s'en va et une nouvelle qui arrive et qui demande à monter à 15 mètres, ça veut dire qu'on va accepter les 15 mètres. Non, pas forcément. Bah non. Ah bah vous avez créé un non, précédent. Bah je vous dis que non, justement, ça n'a pas de précédent. Moi je vous dis, il n'y a pas de précédent, parce que c'est une zone différente. Donc, voilà. Donc, alors, alors, en point, déjà, je commence par le est-ce que d'autres personnes souhaitent aborder des points divers? Très bien. Alors, je vais en aborder moi-même. Tout d'abord, pour vous dire que lorsque je suis arrivé, j'ai été sollicité tout d'abord par, je crois que c'est une association, je ne suis pas sûr, qui organise la Ronde de l'Oise. Ronde de l'Oise qui m'a appelé donc, le mardi matin quand je suis arrivé en me disant j'ai un contrat pour une course qui doit se dérouler le 6 juin prochain avec un accord de subvention de 7 000 €. Là-dessus, j'en ai parlé avec les adjoints. Nous décidions si nous allions effectivement dans ce sens-là. Nous avons considéré que dans la mesure où ça se déroulait le mois de juin, que l'échéance était pas immédiate, mais pas très loin, nous avons considéré qu'on ne pouvait pas leur refuser. Donc nous avons accepté la Ronde de l'Oise. Ensuite, exactement dans la même semaine, j'ai été sollicité par l'organisateur des Boucles de l'Oise. Les Boucles de l'Oise qui se déroulent sur 2 jours, le 22, je crois que c'est le 23, ou alors le 21-22, je ne sais plus, août. Ce qui m'était soumis et ce qui m'était demandé, c'est d'accepter donc la présence de cette course avec une arrivée le vendredi soir et le samedi qui me boucle, c'est le Plessis-Belleville. Donc la différence entre la Ronde de l'Oise, c'est une course de professionnels, et les boucles de l'Oise, c'est la détection de jeunes talents. Le vendredi soir, une arrivée donc d'une course féminine,
junior donc, et le lendemain une course masculine junior également, donc qui fait une boucle départ arrivée de décibel. Ce qui m'était soumis là-dessus, sur cette boucle de l'Oise, c'était une organisation, donc avec une prise en charge de tout ce qui est les repas vendredi, samedi, ainsi qu'une subvention de 20 000 €. Là-dessus, j'ai écrit à l'organisateur des boucles de l'Oise, après avoir consulté quand même les adjoints, que je ne souhaitais pas que nous organisions ces boucles de l'Oise dans ces conditions, en estimant que la subvention, pour le coup, était bien trop élevée pour nous. Et qu'en plus, nous étions dans un délai qui était celui du mois d'août, donc avec, pour l'organisateur, plus de temps pour se retourner. Là-dessus, l'organisateur est venu vers moi samedi. Je l'ai reçu avec M. Baillier hier, c'est ça? Nous l'avons reçu hier. Donc l'organisateur est prêt à faire une croix sur la subvention de 20 000 € et nous avons budgété ce que ça nous coûterait en dépenses, qui tournerait autour de 7 500 € à peu près, avec en plus les heures supplémentaires des agents communaux. Je n'ai pas encore donné de réponse aux boucles de l'Oise. Ensuite, nous avons un dossier donc sur un permis de construire délivré sur le garage Peugeot, où là on est sur 83 logements, 84. Donc là, on a une décision de justice qui est tombée au début mars, le 8 mars de mémoire, qui est favorable à la construction de ces immeubles. Donc c'est aussi un recours des habitants aux alentours, qui ont aussi donc, qui ont là, puisqu'on était en première instance, la possibilité de faire appel. Donc ils ont 2 mois à compter du 8 mars, donc mars, avril, mai. Voilà. Ensuite, on a un contentieux, alors là qui est un petit peu particulier pour le coup, pour vous en dresser un petit peu l'historique. Donc ça concerne cette fois-ci la ferme Chartier. Là-dessus, pour vous donner un historique, on avait un permis de construire qui avait été sollicité par un promoteur qui est Cibex en 2021. Le permis de construire a été refusé par la mairie, donc sur les recommandations de la CCPV. Et là-dessus, un recours a été formulé par le promoteur Cibex contre ce permis de construire. Donc avec un dépôt de Cibex du mémoire du 29 janvier 2022 pour le coup. Et en novembre 2022, de la même année, donc 10 mois plus tard, un permis de construire, le Nexity, a déposé une demande de permis de construire au même endroit. Donc, entre-temps, le propriétaire, M. Chartier, avait cassé son contrat avec le promoteur Cibex. Donc, Nexity dépose une demande de permis de construire. Et avec aujourd'hui plusieurs demandes de permis de construire modificatifs. Première demande modificative en septembre 2023, la deuxième en novembre 2024 et la troisième en février 2026, donc permis de construire modificatif numéro 3 qui est à l'étude. Là-dessus, on a une difficulté puisqu'on a une décision de justice qui a été rendue il y a quelques semaines aussi, à la demande de Cibex, sur l'affaire Cibex. Et cette décision de justice enjoint la mairie de délivrer le permis de construire à la société Cibex. Si bien qu'on a aujourd'hui potentiellement deux permis de construire qui sont donnés à 2 promoteurs différents pour un seul et même terrain. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on ait un recours administratif en cours et qu'on dépose et qu'on délivre un permis de construire sur la même période. En tout état de cause, on en est là et donc il va falloir qu'on choisisse, nous, une stratégie sur ce permis de construire Cibex, sachant qu'on a une décision de justice qui devait tomber aujourd'hui contre le permis de construire délivré par la mairie pour Nexity. Je n'ai pas eu le résultat encore. Voilà. Donc, ça, c'est les recours qu'on a en ce moment et sur lesquels on va essayer d'établir une stratégie. On avait défendu durant la campagne municipale le fait qu'on souhaitait éviter les constructions. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut encore s'y opposer. Je ne suis pas forcément très optimiste sur ce coup-là. En tout cas, on va essayer d'établir une stratégie. Je suis désolé, ça marche. Ah si, ça marche encore. En tout cas, on va essayer d'établir une stratégie
et on va étudier ça avec un avocat. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Écoutez, c'est tout. Une dernière chose, effectivement, pour vous signaler effectivement au conseil municipal et à l'assistance, donc un recours a été formulé par M. Lukunga sur la tenue du scrutin des élections municipales. Donc, nous avons donc effectivement un avocat qui va défendre au moins notre liste. Donc, ce sera au tribunal administratif d'Amiens. Donc, étant précisé que je crois, en tout cas, j'ai rien vu, si vous me confirmez, M. Smaguin, que de votre côté, vous n'avez rien fait, rien déposé sur ce recours. Voilà la dernière information. Donc, le tribunal administratif d'Amiens a 3 mois pour statuer de mémoire. Donc, on verra à ce moment-là, et évidemment, vous serez tenu au courant. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre présence et à bientôt.